Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exo de Colle. Et je vais prendre une petite minute pour vous signaler qu'en effet on atteint le numéro 70 de l'Exo de Colle. Ça fait toujours un petit quelque chose de passer une dizaine pour les exos de colle et les petits exos de colle, surtout quand je me dis qu'il y a un peu plus de 2 ans et demi, je commençais de rien du tout et je m'étais lancé le défi de mettre en place une banque d'exos de colle sous un format vidéo, chose qui n'existait pas. Et qu'aujourd'hui nous en sommes à peu près 130 exos de colle, en comptant les petits exos de colle, donc c'est déjà énorme. C'est vraiment un bel accomplissement et je tenais à vous remercier au passage pour votre soutien, quelle qu'en a été la forme, ou quelle qu'en sera la forme, puisque je compte aussi au futur, des échanges commentaires, courriels, ou même tout simplement regarder la vidéo. Ça fait vraiment plaisir de voir une communauté de gens très intéressés par les mathématiques et de plus en plus grande sur cette chaîne. Et c'est une motivation supplémentaire pour continuer, car vous n'imaginez probablement pas le nombre d'heures qu'il a fallu pour toutes les vidéos déjà les faire en face de la caméra, mais imaginez aussi la préparation qu'il a fallu faire avant les vidéos, choisir les exercices, etc. C'est pas toujours évident. Donc merci beaucoup, et puis on va croiser les doigts pour l'avenir et essayer d'atteindre donc ce fameux objectif de 300 exos de colle. On en a, je pense, pour au moins encore 2 ans et demi. On verra. Bref, lançons-nous sur cet exercice, nouvel exercice de colle, qui s'énonce ainsi. Nous avons deux groupes H et K. On va noter hôte de H, le groupe des automorphismes de H. On fixe F, qui va être un morphisme de groupe de K vers hôte de H. Et on aimerait montrer que le fait de munir le produit cartésien H croix K de la loi carrée définie comme ci suit, eh bien ça va nous donner une structure de groupe. Alors cet exercice n'est pas bien méchant, en fait c'est un joli exercice je pense pour les premières années de classe préparatoire qui découvrent la structure de groupe. Je trouve que c'est vraiment un super exercice là-dessus parce que là on va vraiment travailler la structure de groupe, car je pense que vous l'auriez deviné, si on veut montrer que ceci, l'ensemble H croix K muni de la loi carrée, si on veut montrer que ça c'est un groupe, on va pas avoir vraiment beaucoup de choix, il va falloir faire le tour des axiomes. Donc c'est vraiment un super exercice pour s'assurer que vous avez compris comment fonctionne une structure de groupe, et puis d'autant plus aussi comprendre, vérifier aussi si vous avez bien compris de quoi on parle quand on parle de morphisme de groupe. Je trouve que c'est un super exercice, d'autant plus qu'il vous introduit une structure de groupe assez particulière, et cette structure de groupe on l'appelle le produit semi-direct. Donc c'est une structure de groupe qui peut paraître très bizarre, et pourtant, je vous assure que vous l'avez déjà rencontré. Alors, ce produit semi-direct, alors il a une notation, ce produit semi-direct, on note H croix avec une petite barre supplémentaire, K, pour dire que K agit sur H par la fonction F. Alors certains préciseront qu'il s'agit d'un produit semi-direct externe. Pourquoi externe? Parce que je suis parti de deux groupes complètement distincts. Et à partir de ces deux groupes, je construis un nouveau groupe, H croix K, qui vérifie ces propriétés-là. Il y a moyen de définir un produit semi-direct interne, et en fait, le produit semi-direct interne va avoir une structure très similaire à celle-ci. La seule différence, c'est que les automorphismes de H, on ne va pas prendre des automorphismes externes, comme ça semble ici le suggérer, on va prendre des automorphismes internes. Et donc des automorphismes internes, pour les groupes, il y a une certaine flopée, on va dire, et notamment il y a des constructions d'automorphismes très usuelles qui est par exemple le fait de conjuguer un élément par un autre bien fixé. Ça fait partie des opérations usuelles dans les automorphismes. On en parlera après avoir résolu cet exercice, parce que j'aimerais vous montrer qu'en effet vous connaissez des groupes qui ont cette structure. Sauf que vous n'avez jamais compris peut-être le groupe sous cette structure. Donc je pense que c'est intéressant d'une part de découvrir cette structure de produit semi-direct, mais aussi de vous montrer que ça existe et que notamment vous en avez rencontré. Bref, je pense que j'en ai dit suffisamment avant de me lancer sur cet exercice, donc comme d'habitude je vous invite à faire une petite pause pour essayer de résoudre cet exercice avant que je ne vous dise quoi que ce soit concernant donc une résolution. Ok,
j'espère que vous avez essayé. C'est pas un exercice très difficile, surtout pour les élèves de deuxième année de classe préparatoire. Pour les premières années, c'est un petit peu plus compliqué parce que quand on découvre la structure de groupe, il faut vraiment prendre son temps et vérifier tous les axiomes pour être sûr que tout se passe bien. Pour les deuxièmes années, normalement, ça devrait être un petit peu plus un réflexe. Donc il y a des choses qui devraient aller un peu plus vite. Mais j'espère que cet exercice vous aura intéressé. Alors, je vais donc vous faire la correction. Je vais donc montrer que ce truc-là est un groupe. Comment je fais pour montrer que ce truc-là est un groupe? Eh bien, j'ai 4 choses à vérifier, et je vais les vérifier une à une. La première, c'est que la loi carrée doit être interne. Alors, est-ce qu'elle est interne? La réponse est oui, elle est interne. Quand on regarde l'opération finale, donc il suffit de regarder le résultat final. Il ne faut pas avoir peur de ce truc en double parenthèse, mais donc on a ça, puis K1 étoile K2. Quand on regarde de plus près ce truc-là, on se rend compte que ça c'est un élément dans H. Là ensuite on a un élément dans K. Cet élément dans K est envoyé vers un automorphisme de H. Donc ça veut dire que ceci est une fonction qui va de H vers H. Et donc ça veut dire qu'en prenant un élément de H, je l'envoie vers un élément de H. Et donc là j'ai H point un élément de H, donc un élément de H point un élément de H, comme on a la structure de groupe, ça donne un élément de H. La structure de groupe de H, bien sûr. Puis ici, là pareil, c'est assez évident parce que K est un groupe. Donc un élément de K étoile un élément de K, ça donne un élément de K. Voilà. Donc le fait que cette loi est interne n'est pas très difficile. Je pense que la partie vraiment difficile, c'est le fait de montrer que la loi est associative. Ça va être notre prochaine étape. Encore une fois, n'hésitez pas à faire des pauses, à faire demi-tour sur la vidéo, c'est fait pour ça. Si à un moment vous n'avez pas trop compris une explication, ça permet de vraiment faire demi-tour et de s'assurer qu'on a bien, peut-être de réentendre ce qui a été dit et de peut-être mieux comprendre ce qui se passe. Bref, donc je veux montrer l'associativité. Alors je vais écrire qu'est-ce que je veux. Je veux H1, K1, carré, H2, carré, H3, K3, alors si je fais l'opération dans ce sens, je veux que ce soit la même chose que H1, K1, carré, H2, K2, carré, H3, K3, si je fais l'opération donc dans ce sens. Donc la question c'est est-ce qu'on a bien égalité pour tout H1, H2, H3 dans H, K1, K2, K3 dans K. Alors pour faire ça, il va falloir faire le calcul des deux côtés, donc c'est parti. Alors si je fais le calcul de ce sens-là, je vais avoir H1.f de K1 calculé en H2, puis K1 étoile K2, carré H3, K3, et ça me donne donc H1.f de K1 calculé en H2, point F de K1 étoile K2 calculé en H3. Et là, je vais avoir K1 étoile K2 étoile K3. Et je me permets de garder les parenthèses juste pour l'ordre d'opération. Même si vous allez voir que les parenthèses que j'ai mises là, on pourra les enlever très rapidement. Ici, si je fais le calcul, j'obtiens H1 K1 carré H2.f de K2 calculé en H3 K2 étoile K3. C'est ça. Et puis ensuite, je vais devoir faire une étape, et là je vais me retrouver alors avec... je vais essayer d'écrire suffisamment, avec suffisamment de place. Donc on va avoir H1.f de K1 calculé en H2.f de K2 H3. Ok, et puis de l'autre côté on va avoir K1 étoile donc K2 étoile K3. Voilà. Voilà ce qu'on obtient en développant de chaque côté. Et puis maintenant on va s'attarder à qu'est-ce qui doit se passer de part et d'autre de mes couples. Alors si je regarde ce qui se passe pour le terme à droite, je dois avoir ceci qui doit être égal à ceci. Ça marche parce qu'on a le fait que K est un groupe, et comme K est un groupe, la loi étoile est associative. Donc ça, l'égalité ici, entre ces deux termes, ça vient du fait qu'on a étoile qui est associative. Ça marche. Maintenant, ce qui est un petit peu plus difficile, c'est de voir que ce truc-là est égal à ce truc-là.
Ok. Alors pour montrer cette égalité, il va falloir partir dans un sens pour essayer d'arriver dans l'autre. Moi ce que je vous suggère c'est plutôt de développer cette partie-là, on comprend mieux ce qui se passe en développant ce truc-là. Alors je vais utiliser d'abord, donc je vais partir de H1, donc je vais réécrire de quoi je pars, hein, F de K1 calculé en H2, point F de K3, K2, pardon, F de K2 calculé en H3. Donc la première chose que je peux utiliser ici, c'est le fait que f de K1 est un automorphisme de groupe, et en particulier un morphisme de groupe. Le fait de savoir que c'est un morphisme de groupe, ça me permet de transformer cette opération en disant, en fait, f de ce produit, c'est la même chose que f de ce produit, enfin f de cet élément, fois f de cet élément. Donc c'est ce que je vais écrire. J'ai H1.f de K1 calculé en H2, point f de K1 rond f de K2 calculé en H3. D'accord, donc je fais bien f de K1 de f de K2 de K de H3. C'est ça que j'obtiens en développement d'une certaine manière. C'est pas vraiment développé, mais vous m'aurez compris, j'utilise vraiment la structure de morphisme de groupe donnée par f de K1. Puis je sais que f, donc c'est là où je vais l'utiliser, je sais que f est un morphisme de groupe qui va partir de K pour arriver à haute de H. Ce qui signifie que écrire f de K1 rond f de K2, je peux le réécrire comme f de K1 étoile K2. Ceci me donne H1.f de K1 H2 point f de K1 étoile K2 H3. Et donc voilà, c'est terminé. C'est terminé, toute l'affaire est terminée, puisque je viens de vous montrer que le terme qui est ici à gauche est égal au terme à gauche pour l'autre couple. Donc c'est gagné, on a bien montré qu'il y a associativité. Ah. Ok, alors je vais effacer maintenant. Encore une fois, n'hésitez pas à faire des pauses, à faire demi-tour, pour rejeter les calculs, revérifier les choses au besoin. Donc l'associativité, ça marche. Il me reste encore deux choses. L'élément neutre. Alors si on y réfléchit un petit peu, surtout pour les gens qui ont déjà fait des exercices autour de ça, autour des structures de groupe, et puis montrer que quelque chose est une structure de groupe, notamment jouer avec des produits comme cela, souvent l'élément neutre, c'est pas quelque chose de trop difficile à partir des groupes desquels on part, quoi. Vraiment, on regarde les groupes à partir de là où on a construit notre gros groupe, et puis on peut se dire l'élément neutre pourrait être quelque chose lié aux éléments neutres des groupes en jeu. En effet, ici, là, les deux groupes qui sont en jeu, c'est H et K. Ces deux groupes ont un élément neutre, alors je vais noter E, l'élément neutre pour K, pour H, pardon, donc ça va être dans H, élément neutre. Et puis je vais noter epsilon, l'élément neutre pour K. Et je pense qu'on peut pressentir, à mon avis, que l'élément neutre, ça va être E epsilon. Alors on va le vérifier. Donc si je fais HK carré E epsilon, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien j'obtiens H.f de K calculé en E, voilà. Et puis je vais avoir de l'autre côté K étoile epsilon. Ok, alors c'est assez facile de voir que le terme à droite va me donner K, puisque epsilon est un élément neutre pour K, donc l'étoile ça marche. Là il y a un petit travail à faire, j'ai un morphisme de groupe que j'évalue sur un élément neutre, et ça fait partie aussi des éléments que doit vérifier un morphisme de groupe, pardon. Quand je prends un morphisme de groupe, l'élément neutre du premier groupe est envoyé vers l'élément neutre du deuxième groupe. Donc là ici j'ai un morphisme qui va de H vers H, l'élément neutre est ici E, donc E va être envoyé vers E par n'importe quel morphisme de groupe. Donc ceci me donne E. Et du coup j'ai H.E, et là encore une fois je peux utiliser que E est un élément neutre de H, donc ceci me donne H. C'est gagné, j'ai donc retrouvé le couple HK. Et puis on peut faire l'opération dans l'autre sens, c'est intéressant de le faire, là pour le coup c'est pas si évident. Oups. J'allais le faire dans le même sens. C'est pas si évident, il y a quand même un travail un petit peu différent à faire. Puisque c'est là où on peut se rendre compte qu'en général, la structure qui est donnée par un produit semi-direct n'est en général pas commutatif.
On pourra discuter tout à l'heure de pourquoi, en quelles conditions, quel cas particulier peut donner des groupes commutatifs. On verra ça dans quelques instants. Mais d'abord, bon, juste, je me permets de terminer d'abord cet exercice. Donc là, si je fais ce calcul, j'obtiens alors E.f de E calculé en K, f de epsilon, pardon, calculé en K. Et puis je vais avoir epsilon étoile K. Donc là, ça me donne K, hein, ça c'est assez évident, parce qu'encore une fois, epsilon est un élément neutre pour le groupe K. Et puis ici, f de epsilon, bah là cette fois-ci, il faut jouer avec le fait que f est un morphisme de groupe. Pas que f de epsilon est un morphisme de groupe, mais f est un morphisme de groupe. Comme f est un morphisme de groupe, encore une fois, l'élément neutre doit être envoyé vers l'élément neutre. Ici, l'élément neutre pour K, c'est epsilon. L'élément neutre pour haute de H, ça serait quoi? Bah c'est pas très difficile, je veux regarder des morphismes qui vont de H vers H. Qu'est-ce qui pourrait jouer le rôle? Alors, des automorphismes plus précisément, parce qu'il faut que je regarde des bijections. Donc si je travaille avec les automorphismes de K, quel morphisme peut jouer le rôle d'élément neutre dans haute de H? Et bien la réponse c'est l'identité. On n'a pas le choix. Donc ça veut dire que f de epsilon c'est en fait la même chose que identité H. Et donc bah, là ce que je suis en train de faire c'est f de epsilon calculé en H, donc identité H calculée en H, ceci me donne donc H. Donc là cette égalité vient du fait que f de epsilon n'a pas d'autre choix que d'être identité H. Donc on va avoir ceci ça donne H. Et on a gagné encore une fois, on a réobtenu le couple HK. Donc tout va bien, on vient de démontrer qu'on a notre élément neutre, et l'élément neutre c'est juste le couple formé de l'élément neutre de H avec l'élément neutre de K. Très bien, donc l'élément neutre c'est bon. Et puis il reste un dernier truc. La symétrisabilité, pardon, donc la symétrisabilité, est-ce que n'importe quel élément admet un symétrique? Alors pour que ce soit symétrisable, ça veut dire que si j'ai HK, je dois pouvoir trouver un H'K', tel que si je fais le carré dans un sens, ça doit me donner E epsilon. Et il faudra se poser la question, est-ce que si je fais le calcul dans l'autre sens, ça marche aussi? Bon, alors j'utilise juste la propriété de carré, puis après je vais identifier le terme à gauche, le terme à droite. Donc je vais avoir ici h.f de k calculé en h', et de l'autre côté k étoile k', et je veux que ça me fasse E epsilon. Bon, ici c'est assez évident de voir qu'est-ce qui se passe. Il va falloir que k' soit l'inverse de k. Donc on voit que k' doit être égal à k-1. Donc c'est le symétrique, plutôt je devrais dire, je ne devrais pas parler d'inverse. Donc c'est le symétrique de k. Maintenant si je regarde ce qu'il en est ici, c'est un petit peu moins facile de voir ce qui se passe. Par contre, je peux le faire étape par étape. Je sais que h. Ce truc doit donner E. Donc ça veut dire que ce truc doit être égal à l'inverse de h. Donc déjà je peux commencer par dire que f de k calculé en h', ça doit donner h-1. Puis f de k, c'est pas n'importe quoi, je sais que c'est un automorphisme de groupe. Un automorphisme, donc c'est une bijection. Si c'est une bijection, je peux utiliser la réciproque. Très bien, j'utilise la réciproque et j'obtiens alors que h' c'est égal à f de k inverse calculé en h-1. Et f de k inverse, en fait, ça peut se réécrire autrement, encore une fois parce que f est un morphisme de groupe, cette fois-ci, qui va de k vers haute de h. Donc f étant un morphisme de groupe, le fait de calculer f de k inverse, c'est la même chose que regarder f de k inverse. Donc en fait, ça c'est la même chose que f de k inverse h-1. Je me permets de dire inverse symétrique, je sais que bon, normalement je devrais faire un petit peu attention au vocabulaire, mais là, comme vous l'aurez remarqué, j'utilise des notations multiplicatives pour mes groupes, donc c'est pour ça que bon, voilà, l'inverse et le symétrique ont l'air de coller l'un avec l'autre, mais bon, je devrais plutôt parler de symétrique. Donc j'ai terminé, a priori le couple qui a l'air de fonctionner, ce serait le couple donné par cette chose-là, donc il va falloir regarder le couple, je vais l'écrire ici, H, donc H' c'est f de k-1 calculé en h-1, et puis k-1 de l'autre côté. Voilà. Bon, évidemment, comme j'ai fait les calculs pour que ça marche, je sais que dans ce sens ça marche, reste à regarder si dans l'autre sens ça fonctionne aussi.
Donc si je regarde maintenant f de k-1, h-1, ok, avec k-1, et je fais carré avec hk, bah, il faut que je m'assure que ça me donne bien le couple d'éléments neutres. Donc ceci me donne f k-1 calculé en h-1 point f, et là je vais avoir f k-1 calculé en h, et de l'autre côté je vais avoir k-1 étoile k. Donc c'est assez évident de voir que le terme à droite va me donner epsilon, puisque je fais k fois son symétrique. Et puis ici, j'utilise le fait que f de k-1 est un morphisme de groupe, et du coup en jouant là-dessus, je sais que ce truc là c'est la même chose que f de k-1 calculé en h-1, pas étoile, c'est point h. Alors h-1 point h, ça donne l'élément neutre pour h. Et donc encore une fois, je me retrouve avec un morphisme de groupe qui est évalué en un élément neutre, donc ça veut dire que ça va être envoyé vers l'élément neutre du groupe d'arrivée. Donc ici, je vais de h vers h, donc l'élément neutre du groupe d'arrivée, c'est E. C'est gagné, ça me donne bien le couple E-epsilon, comme espéré. Donc on a gagné, on a démontré les 4 axiomes, gentiment, et donc on peut conclure que ceci forme bien un groupe. Voilà. Ok, bah, je vais effacer maintenant. J'en ai terminé pour l'exercice. Maintenant, je vais me permettre de faire quelques discussions sur la structure de produits semi-directs, juste pour compléter un peu cet exercice. Alors, des discussions que je pourrais poser, c'est par exemple, ça, j'ai un produit semi-direct et on voit que ce produit semi-direct dépend de f. On pourrait se poser la question, à quelles conditions est-ce que, si je prends une autre fonction, g, à quelles conditions est-ce que le produit semi-direct qui est ici est isomorphe au produit semi-direct en remplaçant f par g? Ça peut être une question. C'est pas une question évidente du tout, hein, mais ça peut être une question qu'on peut se poser. Et puis, comme je vous l'ai promis, je vais vous montrer que vous connaissez déjà des structures de produits semi-directs. Et je vais commencer par un exemple assez explicite. C'est-à-dire un où on peut vraiment s'amuser à faire tous les calculs si on le souhaite. Et après, je vais vous donner un résultat général qui peut s'expliquer en donnant une caractérisation pour ce qu'on appelle le produit semi-direct interne. Bref, donc l'exemple que j'aimerais expliciter, c'est l'exemple de S3. En effet, S3, on peut montrer que c'est isomorphe à Z sur 3Z, produit semi-direct avec Z sur 2Z. Alors là, vous pourriez me dire, et je le fais exprès, vous pourriez me dire, je devrais préciser la fonction qui doit apparaître là, mais j'affirme que vous pouvez trouver quelle est la fonction que vous devez mettre là. Ok ? Alors je vais me permettre de faire une petite remarque. Si f était la fonction qui à n'importe quel élément de k envoie juste l'identité de h, eh bien on se retrouve avec la structure usuelle que l'on pose dans le produit cartésien de hk. Donc je vais faire juste cette petite remarque qui va être importante, justement pour comprendre comment ça marche ce truc là. Donc la petite remarque est la suivante, c'est que si f est défini comme l'application qui à n'importe quel cas associe l'identité H. Donc ça c'est un morphisme de groupe, hein. C'est un morphisme de groupe possible. Bon alors du coup on dira que H produit semi-direct sur F avec K, ça va être la même chose que H croix K. Et qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que la structure de groupe qui est derrière cette affaire, elle est donnée par, si je fais H, H1, K1, carré H2, K2, et bien ça va me donner H1, H2 avec K1, K2. D'accord? Donc c'est ça que je sous-entends par la structure de groupe de H croix K, c'est la structure entre guillemets triviale que l'on pourrait poser sur H croix K, qui est juste de faire le produit des éléments de H ensemble et le produit des éléments de K ensemble. D'accord? Et donc une autre remarque qu'on peut faire, c'est que si H et K sont tous deux abéliens, alors cette structure est abélienne. D'accord? Si H et K sont abéliens, alors H croix K l'est aussi.
C'est enfin je pense que c'est assez évident de s'en rendre compte, hein. Il suffit juste de échanger le rôle de H et K, puis là on peut s'amuser à échanger le rôle de H et K, et voilà, ça marche bien. Ok, bon maintenant que j'ai fait cette remarque et que je vous ai fait comprendre ce qu'il en est, voyons qu'est-ce qui se passe si je voulais essayer de jouer avec la structure que nous avons ici, et puis faire le lien avec la structure de S3. Je ne vous fais pas une preuve complète, je vais juste vous montrer comment ça va fonctionner. Déjà, comprendre cette structure un instant. Alors, pour comprendre cette structure, il faut se dire, ok, je dois prendre donc un morphisme F qui doit partir de Z sur 2Z et aller vers les automorphismes de groupe de Z sur 3Z. Mais les automorphismes de groupe de Z sur 3Z, il n'y en a pas beaucoup. En fait, il y en a deux. Il n'y en a que deux. Le premier, c'est l'identité. Donc 0 est envoyé vers 0, 1 est envoyé vers 1, 2 est envoyé vers 2. Et le deuxième, c'est 0 est envoyé vers 0 parce que vous n'avez pas le choix. Morphisme de groupe, ça veut dire que l'élément neutre doit être envoyé vers l'élément neutre, il n'y a pas le choix. Par contre, 1 peut être envoyé vers 2 et 2 peut être envoyé vers 1. Et donc il n'y en a que deux de morphismes. Au passage, ça me permet de rappeler peut-être un petit résultat intéressant là-dessus, c'est que les automorphismes de Zn, c'est isomorphe à Z sur phi n, Z, avec bien sûr le produit normalement comme, enfin avec la somme plutôt, comme groupe, donc en sens de groupe. Donc voilà, du coup je vois que ce truc-là c'est isomorphe à ce truc-là, phi de 3, c'est 2. Phi de 3, phi ici c'est l'indicatrice de l'air, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'indicatrice de l'air, donc c'est le nombre de nombres qui sont compris entre 1 et n qui sont premiers avec n. Donc là ici il y en a que 2 qui sont premiers entre 1 et 3 et qui sont premiers avec 3 quoi. Donc ok, très bien. Alors donc j'ai que deux morphismes. Hein. Et bon j'ai deux choix alors. Hein. Là j'ai mon élément neutre pour Z sur 2Z, mon élément unité pour Z sur 2Z si je puis dire. Soit j'envoie tout le monde sur l'identité, mais on vient de voir à l'instant, avec la remarque que j'ai donnée, que si je fais ça, je me retrouve avec la structure de produit cartésien usuel. Et là, comme les deux groupes qui sont ici sont abéliens, j'en déduirais que le groupe avec le produit cartésien est abélien. Sauf que vous devriez savoir que S3 c'est pas abélien. Donc c'est sûr que je ne vais pas m'amuser à envoyer tout le monde sur 0, donc sur l'identité. Ce que je vais faire, c'est que 0 va être envoyé sur l'identité et 1 va être envoyé sur l'échange ici des éléments entre eux. Et donc voilà la structure de produit semi-direct que je propose ici. Et quel va être l'isomorphisme? Il va falloir que je vous précise quel va être l'isomorphisme entre S3 et Z sur 3Z et Z sur 2Z. En fait, il faut se poser la question, en fait, qu'est-ce qui peut engendrer S3? Est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui sont justement d'ordre 2 dans S3 et des éléments qui sont d'ordre 3 dans S3? Si on y réfléchit un tout petit peu, on peut se rendre compte qu'un élément d'ordre 2, ça peut être une transposition. Donc par exemple, je peux très bien dire, ok, taux, je vais prendre une transposition, n'importe laquelle, disons 1, 2. Alors je rappelle la notation, ici ça veut dire que 1 est envoyé vers 2, 2 est envoyé vers 1. Donc là, ce qui est bien avec taux, c'est que du coup, ce taux carré, ça fait identité. Okay. Donc là, c'est un élément, je prends un élément de S3. Et puis, un élément d'ordre 3, je peux prendre un cycle. Donc 1 est envoyé vers 2, 2 est envoyé vers 3, 3 est envoyé vers 1. Okay. Donc ça aussi, c'est dans S3. Et si je fais le cycle au carré, j'obtiens 1, 3, 2. Donc c'est-à-dire que 1 est envoyé vers 3, puisque je vais 1 envoyer vers 2, 2 envoyé vers 3. Donc ça me fait 1 envoyé vers 3 si je le fais au carré. Puis 2 est envoyé vers 3, puis 3 est envoyé vers 1. Donc on voit que 2 doit être envoyé vers 1, etc. etc. Bref. Donc voilà, on se retrouve avec ce cycle. Très bien. Et C cube, c'est assez simple de voir que ça va faire l'identité. Et donc ce que j'affirme, alors après on peut s'amuser à vérifier d'abord, avant que j'avance, on peut s'amuser à vérifier que si je m'amuse à faire C fois taux, puis C carré fois taux, j'obtiens grâce à eux tous les éléments qui engendrent S3. Donc en effet, si je fais C fois taux, qu'est-ce que j'obtiens? Alors 1 est envoyé vers 2, 2 est envoyé vers 3. Donc là j'ai 1 envoyé vers 3, et normalement c'est tout. Donc 3 va être envoyé vers 1, puisque ici il ne se passera rien, et 2 est envoyé vers 1, 1 est envoyé vers 2, il ne se passe rien pour 2. Donc je me retrouve bien avec ce truc-là. Et puis là, je vais aller beaucoup plus vite. C carré fois taux, ça va être la dernière transposition manquante de 3. Je vous laisse vous amuser à vérifier que ça marche bien.
Donc là, on voit qu'en effet, on peut construire tout le groupe à partir de ce cycle et de cette transposition. Et donc, le morphisme que je vous propose va être le suivant. Alors, va être défini à partir d'une base, si je puis dire. En tout cas, quand je dis base, c'est que je sous-entends ici que je vais prendre les générateurs du groupe, deux générateurs du groupe. Et donc, enfin, les générateurs du groupe. Et donc, là, les générateurs du groupe Z sur 3Z avec Z sur 2Z, je peux voir une possibilité d'envoi des éléments. Je peux très bien dire, ok, je vais faire... donc, je vais dire que le couple 1... Donc là, je vais faire le morphisme phi, je vais préciser. Je vais construire un morphisme grand phi qui va aller de Z sur 3Z produit semi-direct avec Z sur 2Z. J'ai pas besoin de préciser F parce que vous voyez que F, j'avais pas beaucoup de choix. Donc là, en fait, c'est le F que j'ai écrit ici. Vers S3. Et ce que je propose, c'est de faire la chose suivante. Si j'ai un couple IJ, je vais l'envoyer vers C puissance I, taux puissance J. Voilà ce que je vous propose. Et je vous laisse vous amuser à vérifier que ça forme bien un morphisme de groupe. C'est très joli comme résultat, très joli comme chose à faire. Donc vérifiez que ça c'est un morphisme de groupe et plus précisément que c'est un isomorphisme de groupe. Et on voit qu'on fait le tour de tous les éléments, donc ça c'est déjà plutôt bon signe. Après il faut s'assurer, est-ce que l'élément neutre ici est envoyé vers l'élément neutre là-bas, là ici ça serait de prendre 0, 0, c'est envoyé vers l'identité, tout va bien. Enfin bref, voilà, je vous laisse vous amuser à vérifier tout ce qu'il faut vérifier. Ceci serait donc le morphisme de groupe, l'isomorphisme en fait de groupe qui permet de passer de l'un à l'autre. Et donc ceci me permet d'affirmer que oui, vous connaissez bien cette structure, en fait vous l'avez déjà vu. S3 par exemple est un produit semi-direct entre deux groupes. Et en fait de manière un peu plus générale, et je vais avancer pour donner 2-3 résultats supplémentaires sans vous donner tous les morphismes, mais juste pour compléter ce que je viens de dire, en fait Sn c'est aussi un produit semi-direct. Ça peut s'écrire comme produit semi-direct. Donc S3 c'était cet exemple. Et en fait Sn, de manière un peu plus générale pour n plus grand que 3, peut s'écrire comme AN, produit semi-direct. Alors je vais un peu rater mon A gothique. C'est censé être un A gothique. Voilà. Donc AN, produit semi-direct avec Z sur 2Z. Encore une fois, j'aurais pas trop besoin de préciser quel est le morphisme que je vais mettre ici, puisque en fait on se rendra compte qu'il n'y a que deux choix possibles de morphisme que l'on peut faire de Z sur 2Z vers les automorphismes de AN. Alors c'est quoi AN pour ceux qui s'en souviennent pas ou pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? AN en fait c'est le groupe des éléments de Sn qui ont une signature égale à 1. Ça veut dire que sigma s'écrit comme produit de transposition et le nombre de transpositions qui apparaît dans ce produit est un nombre pair. Okay. Donc là, l'exemple qu'on a vu pour S3, en fait, en effet, A3, c'était les cycles de longueur 3, et les cycles de longueur 3, c'est tout ce qui va former justement A3. Il y a vraiment, voilà, ils sont tous de signature égale à 1. Donc c'est un joli exemple, je trouve que c'est un joli exemple, là, celui qu'on vient d'expliciter ici. Et en fait, on peut montrer plus généralement ceci. Et là, vous remarquez quelque chose, c'est que oui, tout va se jouer par rapport à la signature. Tout va se jouer par rapport à la signature, et la signature, elle est quelque part cachée ici, puisque Z sur 2Z, on peut le comprendre comme la signature. La signature, c'est un morphisme de groupe, de Sn vers plus ou moins 1, d'accord, avec la multiplication, et qui envoie donc sigma vers la signature, donc soit 1, soit moins 1. D'accord? Donc on reconnaît quelque chose qui ressemble beaucoup à cette histoire de signature. C'est quand même assez joli. Et donc il y a un moyen de prouver ce résultat de manière un petit peu plus simple, parce que là, on parlait de produits semi-directs externes. Ce qu'on est en train de faire ici, c'est plutôt des produits semi-directs internes. Okay, et quand il s'agit de produits semi-directs internes, on peut faire la preuve suivante. Alors si, à la place de Z sur 2Z, je considère un sous-groupe juste engendré par une transposition, n'importe laquelle. Donc, je vais effacer un petit peu maintenant que j'ai expliqué ce que c'était AN. Donc si à la place de voir Z sur 2Z, je vois plutôt un groupe engendré par une transposition, donc taux, une transposition.
Bon, voilà ce qu'il va falloir que je montre si je veux prouver qu'on a bien un produit semi-direct interne qui donne ce résultat-là. Alors, il y a deux propositions qui sont équivalentes. Donc, dans tous les cas, il va falloir que je montre que le groupe qui est ici est un sous-groupe distingué du grand groupe. D'accord? Donc, il faut que montrer que AN, bon, je vais faire juste sur cet exemple-là, AN est un sous-groupe distingué, normal aussi on dit, de Sn. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour n'importe quel sigma dans AN, et pour n'importe quel, disons, je ne vais pas utiliser taux parce qu'il est déjà utilisé, bon, je vais dire sigma prime, pour n'importe quel sigma prime dans Sn, je ne sais pas si sigma c'est un bon choix, on va dire alpha. Pour n'importe quel alpha dans sigma n, je veux que alpha, sigma, alpha moins 1 soit un élément dans AN. Et donc vous pouvez remplacer AN par un groupe H et Sn par le groupe G, et vous avez la propriété d'être distingué dans un cas général. Donc c'est ça, dire qu'on a un sous-groupe distingué. Et après, on a le choix. Alors il existe encore d'autres façons de prouver qu'on a un produit semi-direct, mais on peut le prouver en disant que AN inter, le groupe engendré par taux, c'est réduit à l'élément neutre. Et que le groupe G peut s'écrire exactement AN fois, alors je vais le noter comme ceci, AN taux comme ceci. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois regarder le groupe HK comme ceci. On l'a déjà rencontré ce groupe lors d'un précédent exo de colle, plus précisément probablement un petit exo de colle, je ne me souviens pas exactement lequel là au moment de l'enregistrement, mais je le mettrai en description. Et donc ça c'était le groupe justement qui s'écrit sigma alpha avec sigma qui doit être dans AN ici et alpha qui doit être dans tau. D'accord? Donc c'est le produit, c'est tous les produits qu'on peut faire entre un groupe H et un groupe K. Okay? Et en général, faire ce genre de calcul, ça ne donne pas nécessairement un groupe. Là, ce qui est assez intéressant, c'est que quand je regarde cet ensemble-là, cet ensemble-là va former un groupe. Et là, ici, ça forme, en l'occurrence, tout le groupe. Donc là, ce que j'ai appelé G, c'est Sn. Donc ça, c'est une façon de démontrer, en montrant sous-groupe distingué plus ces deux choses-là. Et une autre façon aussi jolie de le montrer, c'est de montrer que pour n'importe quel élément du groupe, donc n'importe quel sigma dans Sn, il existe un unique couple, disons sigma prime alpha. Donc le couple va être dans AN et croix tau, croix le groupe engendré par tau, tel que, en fait, sigma peut s'écrire sigma prime alpha. Ça, c'est une autre façon équivalente à la première, si on a déjà le fait que le groupe H est distingué dans le groupe G. Eh bien, on peut montrer cette unicité de décomposition de n'importe quel élément dans le groupe G par un élément de H, un élément de K. Okay, si on montre ça, on a également ce produit semi-direct. Okay, et en fait, il se trouve que cette deuxième façon de faire, c'est pas difficile à montrer. C'est joli à faire et c'est pas très difficile à démontrer. Donc je vais le faire rapidement et puis je m'arrêterai, j'aurai peut-être encore un dernier mot à vous dire et après je m'arrêterai. Donc pour montrer que en effet on a cette propriété là, si je prends sigma, donc soit sigma dans Sn, j'ai deux choix, soit la signature de sigma vaut 1, et du coup, je peux écrire que sigma s'écrit sigma fois identité. Et sigma est bien dans AN, et ça c'est bien dans tau, quoi. Donc dans le groupe engendré par tau. Sinon, si la signature de sigma égale moins 1, alors la signature de sigma tau, donc sigma tau, ça c'est un élément qui va se retrouver dans AN. Puisque la signature de ce truc-là va devenir égale à 1. Ça, c'est les propriétés de signature et tout ça, de définition de signature. Et donc, à partir de là, je peux écrire que sigma, c'est la même chose alors que sigma tau fois tau. Puisque tau au carré, ça fait identité. Sigma tau est un élément de AN, et tau est un élément donc engendré par tau.
enfin, est un élément du groupe engendré par taux. Donc voilà, là je viens de démontrer qu'il y a une décomposition. La question c'est est-ce qu'il y a unicité à cette décomposition? Bon, bah s'il y avait une autre façon de décomposer, il faut juste se poser cette question. S'il y avait une autre façon de décomposer, bah cette autre façon, on se rendrait compte que... bah en fait on n'a pas vraiment beaucoup d'autres choix, hein, parce que si on devait essayer de le décomposer autrement, la seule autre décomposition qu'on pourrait faire ici, ça serait sigma tau avec tau. D'accord? Sauf que le problème de ça, c'est que si je mets fois tau ici, là je dois avoir un élément de AN, là je dois avoir un élément de AN, là j'ai un élément qui est juste tau. La signature que je vais avoir ici c'est -1, la signature que j'ai ici c'est 1. Il y a un problème. Donc c'est pas possible d'avoir autre chose que cette décomposition là, donc d'avoir autre chose que tau ici, enfin que identité ici. Et donc bah, par conséquent on va pas avoir d'autre choix que de mettre sigma ici. Et le raisonnement est à peu près similaire si sigma était un élément dont la signature égale -1. Même type de chose, puisque dans ce cas-là, ça voudrait dire que je devrais écrire identité ici. Et du coup, bah, j'aurais encore un problème avec la signature. J'aurais ici une signature de -1, puis ici j'ai une signature de 1, et ici j'ai une signature de 1. Donc du coup, je me retrouvais avec signature de -1 avec signature de 1, c'est un problème. Donc voilà, bah ça m'amène à des contradictions et donc ça me permet de prouver que c'est bien un produit semi-direct avec la petite propriété que je vous ai énoncée. On pourrait décrire complètement le morphisme si on voulait, un peu de la même manière que là, mais bon, je le fais pas parce que sinon ça pourrait demander pas mal de temps. Je vais juste terminer par un dernier exemple de produit semi-direct qui peut être bon de connaître. Donc ça c'était pour n plus loin de 3. Le dernier exemple que j'aimerais donner c'est le groupe diédral. Vous le connaissez peut-être pas, mais je trouve que c'est intéressant d'en entendre parler au moins. Alors, le groupe diédral, c'est quoi? C'est le groupe engendré par les isométries d'un polygone régulier à n côtés. Quand je dis groupe d'isométrie que l'on peut avoir par rapport à un polygone, je pense que la phrase n'était peut-être pas très bien donnée, mais ce que je veux sous-entendre, c'est que les isométries doivent préserver le polygone à n côtés. Okay, donc par exemple, si j'ai un triangle, donc si j'ai un triangle centré en 0, quelles sont les transformations que je peux faire, donc les isométries plus précisément que je peux faire qui préservent une telle figure? Eh bien j'ai les rotations, d'accord, donc je vois que si je fais des rotations, ça préserve, et puis j'ai aussi la symétrie. Ok, donc j'ai ici la symétrie axiale donnée par cette chose-là, et puis après j'ai toutes les autres symétries que je pourrais aussi construire. Mais il se trouve qu'en fait, le groupe des isométries va être engendré essentiellement par deux éléments. Une rotation d'angle 2π sur... Alors si je dis pas de bêtises, c'est 2π sur n. Donc une rotation d'angle 2π sur n. Et on a aussi un axe de symétrie. N'importe quel axe de symétrie. Donc le groupe diédral peut être engendré par ces choses-là. Et justement, cette idée qu'il y a encore une fois une symétrie des rotations, c'est aussi l'idée qu'il y a encore une décomposition sous la forme de produit semi-direct. Et en effet, dn peut s'écrire comme produit semi-direct de z sur nz avec z sur 2z. Z sur 2z, ça jouerait le rôle de la symétrie. Et le z sur nz jouerait le rôle de la rotation. Car en effet, si vous faites 3 fois la rotation ici, vous revenez au point de départ. D'accord? Donc vous voyez que la rotation jouerait un rôle ici, et puis le jeu de la symétrie se cacherait dans le z sur 2z. Bon voilà, je ne vais pas aller plus loin, je pense que c'est déjà suffisant là où j'en suis arrivé. Je voulais vraiment développer davantage cette idée de structure produit semi-direct, parce que je pense que ça peut être intéressant d'en entendre parler, de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je voulais vous faire une assez belle introduction au produit semi-direct, sans aller beaucoup plus loin, parce que si je devais aller plus loin, là je sors complètement du cadre de la classe préparatoire. Mais j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné envie de mieux comprendre ou d'en apprendre peut-être un peu plus sur ce produit semi-direct. Et puis voilà quoi, donc j'ai pas grand chose d'autre à vous ajouter. Comme d'habitude, on va terminer la vidéo avec les phrases habituelles. N'hésitez pas donc à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par la vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière un peu plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos retours, vos remarques concernant cette vidéo. N'hésitez pas non plus, alors que je ne me plante pas, à vous abonner. N'hésitez pas non plus à soutenir ma sœur. Pour l'instant, je laisse encore ce lien pour quelques semaines. Au bout d'un moment, je remettrai le lien pour me soutenir. Et puis sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt.
Salut à tous!